donc là, je vous avais montré cette diapositive-là la dernière fois, et je vous avais dit, l'ECA, enzyme de conversion de l'angiotensine 1, c'est la même chose que la kininase 2. La kininase 2 dégrade la bradykinin en peptide inactif. Ben, si vous bloquez l'enzyme de conversion de l'angiotensine, vous bloquez en même temps cette fameuse kininase 2, vous bloquez les possibilités de dégradation de la bradykinine en peptide inactif. Qu'est-ce que c'est que la bradykinine? La bradykinine est libérée au moment d'œdème allergique, au moment de réaction allergique, on devrait dire. Ces réactions allergiques utilisent la bradykinine comme médiateur de la survenue des différentes manifestations, cutanées en particulier. Eh bien, si vous bloquez la dégradation de la bradykinine, vous augmentez les concentrations de bradykinine circulante. Et en général, la bradykinine est libérée de manière relativement brutale, et puis en fonction de la quantité de kininase circulante, elle est très vite dégradée. Mais chez certains sujets qui ont des déficits en kininase, qui ont des anomalies de libération de bradykinine, qui ont des manifestations allergiques, eh bien, vous ne faites que renforcer la durée et la quantité de bradykinine libérée au moment des manifestations allergiques. Et donc, vous avez un peu en permanence un excès de bradykinine circulante au moment d'épisodes allergiques répétés. La bradykinine, ça va entraîner de l'angioœdème, vous avez appris ça dans la physiopathologie de l'inflammation, et ça va entraîner de la toux. Pourquoi? Parce que ça fait partie des médiateurs impliqués dans les phénomènes de réactivité bronchique. Donc voilà, sous IEC, la probabilité d'avoir des angioœdèmes et de la toux augmente. Et ça, c'est à cause de la bradykinine et à cause de la similitude entre l'ECA et la kininase 2. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure dans les effets indésirables, mais d'emblée, prenez-le en compte dans les effets hormonaux. Je les ai classés comme ça pour que ce soit plus facile à retenir, mais avec ça, vous comprenez tout. Alors, on continue, et maintenant, on passe aux effets hémodynamiques. Ce sont des vasodilatateurs, bien entendu, ce sont des anti-vasoconstricteurs. Chez le sujet sain, il ne se passe pas grand-chose. Chez l'hypertendu, les inhibiteurs d'enzymes de conversion bloquent la vasoconstriction induite par l'angiotensine 2, par définition. Donc ce sont des vasodilatateurs anti-hypertenseurs. Donc je répète toujours les mêmes mots, hein, mais il vaut mieux que vous sachiez quelques éléments majeurs plutôt que trop de choses. De vasodilatateurs, ils passent à anti-hypertenseurs. Bon, je vous ai rappelé ça je vous en parle X fois. Hein. Loi de Poiseuille, la pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. Vous avez plusieurs moyens de baisser la pression artérielle. Vous pouvez diminuer le débit cardiaque, vous pouvez diminuer les résistances. Les vasodilatateurs agissent essentiellement au niveau des résistances. Et donc, en diminuant la résistance, on baisse la pression et toutes les formes de pression, parce que je ne veux pas que vous reteniez uniquement la pression moyenne, je veux que vous reteniez aussi que la pression est un phénomène variable, qu'elle oscille entre une systolique et une diastolique, et que la différence entre les deux s'appelle la pulsatilité de la pression pulsée, PP, et que, bien entendu, on décale la pulsatilité de la pression artérielle vers un niveau plus bas. Donc voilà pour les effets dans l'hypertension d'une manière générale. On va rentrer un tout petit peu plus dans la subtilité, mais ça ne fait que découler de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire régresser toutes les anomalies que je vous ai détaillées tout à l'heure. S'y associent d'autres mécanismes d'action, je vous avais dit, on va diminuer la soif puisqu'on va bloquer tous les récepteurs AT1. On va diminuer l'activation du système nerveux
centrale, sympathique, on va diminuer la rétention hydrosodée, on va diminuer la sécrétion d'aldostérone. On va même diminuer l'appétit pour le sel. Ben, tout ça va faire moins de volémie et moins de vasoconstriction. Donc, synergie avec l'effet vasodilatateur pour baisser la pression artérielle. Et ça, on peut dire, ce sont des mécanismes d'action fonctionnels ou de physiopathologie aiguë ou subaiguë. Donc, toujours pareil, on va du plus simple au plus compliqué, mais en décortiquant les différents mécanismes, on comprend mieux comment tout ça s'intrique. Donc, moins de soif, moins de rétention hydrosolée, moins d'appétit pour le sel, moins de volémie, moins de système nerveux sympathique, moins de sécrétion moins de système nerveux sympathique. Vous pouvez dire moins d'effet alpha-stimulant vasoconstricteur périphérique, parce que c'est ça le système sympathique. La manière dont le système sympathique augmente la pression, c'est par vasoconstriction alpha-adrénergique. Je vous parlerai des alpha-bloquants lundi. Bon, et puis on continue en passant à la partie structurale des effets de l'angiotensine 2. Moins d'angiotensine 2, donc moins de croissance cellulaire, moins d'hypertrophie, moins de stress oxydant, moins de fibrose, moins de quantité de mécanismes biologiques de signalisation, et donc des effets qu'on appelle structuraux au long cours de régression d'atteinte d'organes cibles. Alors les organes cibles, eh bien, on en voit 3 ici déjà. On voit 1, le cœur, 2, les petites artères, 3, les gros troncs artériels. Le cœur s'épaissit dans l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous verrez ça, ou vous l'avez peut-être déjà vu. Pourquoi est-ce que le cœur s'épaissit? Pour 2 raisons dans l'hypertension. 1, parce que la pression est trop élevée, donc loi de Laplace ou équation de Lamé, comme vous voulez. La tension pariétale, c'est le produit de la pression du rayon divisé par l'épaisseur. Si la pression monte au numérateur, on monte l'épaisseur au dénominateur, on maintient le rapport. Le remodelage des artérioles, c'est absolument le même principe. Équation de Lamé aussi. Voilà. T égale PH sur H. Donc, on maintient la pression. Ça, je vous en avais parlé quand on avait parlé des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque et des antagonistes calciques, des dérivés nitrés et des antagonistes calciques. Donc, on va faire régresser le remodelage des artérioles et on va faire régresser la rigidité des gros troncs artériels. Pourquoi? Parce que tous ces effets de diminution de croissance, de stress et de fibrose vont concerner directement l'élasticité des grosses artères. Qu'est-ce qu'on appelle les gros troncs artériels? L'aorte thoracique essentiellement, 80% du phénomène de compliance, l'aorte abdominale, et puis des artères, des gros troncs de type carotide, par exemple. Et vous pourriez dire, il manque 2 autres organes cibles, le rein, on va le voir dans un instant, et le cerveau. Donc voilà, je vous apprends à raisonner de façon très systématique, mais on le fait tous dans toutes nos disciplines. Organes cibles de l'hypertension, le cœur, le rein, le cerveau. Voilà ce qu'on veut protéger. Et on veut les protéger tous les 3 au travers du système artériel. Et le système artériel est un reflet de la protection du système rénal, cardiaque et cérébral. Alors pour le rein, c'est facile. On a le débit de filtration glomérulaire. Voilà, ça se mesure. Créatininémie, vous avez appris. Débit de filtration glomérulaire, équation de MDRD. Bon. Pour le cerveau, on n'a rien. Si, on pourrait faire une IRM et rechercher ce qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche, des choses comme ça. Ça ne se fait pas en pratique, ce ne sont pas des bons marqueurs. Pour le cœur, on a l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais on a une circulation coronaire qui est un peu compliquée, et donc elle ne se mesure pas. On peut rechercher d'autres manifestations coronaires, comme des calcifications coronaires, mais qui ne sont pas directement liées à l'hypertension. Donc voilà, chaque fois que je vous montre quelque chose, comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qu'il a oublié? Atteinte d'organes cibles, il a oublié le cerveau, il a oublié le rein. Bon, le rein, on va en parler, et le cerveau, je ne vous en parle pas parce qu'on n'a pas de bons marqueurs. En revanche, le système artériel, pour les artérioles, on
on est en train d'inventer des bons biomarqueurs, mais pour la rigidité artérielle, on l'a, c'est la mesure de la rigidité artérielle par la vitesse de l'onde de pouls. Mais ça, on vous en reparlera. Donc, tout petit retour en arrière pour vous montrer comment c'est construit. 1, on commence par l'hémodynamique générale. 2, on associe les mécanismes fonctionnels. Et 3, on empile les mécanismes structuraux. Alors, on continue avec l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque congestive. Donc, vous voyez, hein, la pharmacologie, c'est trouver le bon médicament pour bloquer la bonne signalisation, pour faire régresser tous les mécanismes physiopathologiques délétères. Et bien là, c'est pareil. Dans l'insuffisance cardiaque congestive, les inhibiteurs d'enzymes de conversion vont supprimer un des mécanismes compensateurs qu'a mis en marche l'organisme, qui est l'activation du système rénine-SRA, c'est le système rénine-angiotensine, et on double le A pour angiotensine-aldostérone. Avec ça, on va améliorer tous les indices de fonction cardiaque. Alors, bien sûr, on va baisser les résistances périphériques, on va baisser la pression, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, dans l'insuffisance cardiaque, j'aurais pu ici vous mettre un dièse, c'est-à-dire pour vous montrer qu'on baisse relativement peu la pression artérielle. Mais ça, je rentrerai dans la thérapeutique. Enfin bon, je peux déjà vous en parler un tout petit peu. Vous vous dites bien que vous avez un vasodilatateur qui va baisser la pression, mais d'un autre côté, ce vasodilatateur, en diminuant la post-charge, va améliorer le couplage entre le cœur et les vaisseaux, augmenter le débit cardiaque, ce qui va faire remonter la pression. Donc d'un côté, vous aurez une réaugmentation du débit cardiaque, donc de la pression, et de l'autre côté, vous avez un vasodilatateur qui baisse la pression. Donc la pression change peu. Voilà. À condition de bien s'y prendre. Et d'ailleurs, j'aurais pu rentrer dans le détail, effectivement, pour préparer la thérapeutique, mais on vous en reparlera. Donc ça veut dire introduire ces médicaments à toute petite dose et très progressivement. Voilà. Parce que si vous donnez des grosses doses très vite, bah vous effondrez la fonction cardiaque. Donc il faut y aller très progressivement pour que le système se réajuste. Tous les systèmes de compensation, y compris le baroréflexe, se réajustent. Donc on augmente le débit cardiaque et la fraction d'éjection. Et donc vous voyez que si vous augmentez un des termes de l'équation PAM égale débit cardiaque par résistance périphérique, ben vous ne bougez pas la pression. On diminue la pression télédiastolique du ventricule gauche, on diminue la pression capillaire pulmonaire. Pourquoi? Parce qu'on a joué à la fois sur la volémie et sur la post-charge. Et on n'a pas bougé la fréquence cardiaque. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé la fréquence cardiaque? Eh bien, un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'à la fois, on a mis au repos l'activation du système sympathique, mais on l'a d'un autre côté un peu activé parce qu'on a baissé la pression artérielle. Résultante, nulle. Or, la fréquence cardiaque, c'est un des signes majeurs de l'insuffisance cardiaque, puisque c'est par l'accélération de la fréquence cardiaque qu'on augmente le débit cardiaque, au moins de manière temporaire. Donc voilà pour les effets hémodynamiques dans l'insuffisance cardiaque congestive.